Commencer. Bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire spécial loi APR. Surtout le but du webinaire, c'est qu'il soit un maximum interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat prévu à cet effet. On répondra peut-être pas en direct à toutes les questions, mais on a en fait 2 créneaux de questions qui sont prévus dans le webinaire, un au milieu de la présentation et un à la fin, pour prendre le temps de répondre à vos interrogations. Il n'y a pas de mauvaises questions, donc surtout n'hésitez pas à les poser, et même si on n'a pas le temps de répondre à tout, on notera toutes les questions, nous, à l'écrit, pour y répondre après le webinaire. Donc Clément, je te laisse passer à la suite. Donc on va se présenter très rapidement. Louis, je te laisse démarrer. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je suis très content de pouvoir co-animer ce webinaire. Moi, je suis le responsable du bureau d'études d'Alterwatt. Clémence, je te laisse poursuivre. Bonjour à tous. Moi, c'est Clémence Billan. Je suis très contente de faire ce webinaire avec vous aussi. Et donc, moi, je suis au sein du bureau d'études, je suis ingénieure d'études et je suis responsable d'offres photovoltaïques. Donc, je traite tous les sujets photovoltaïques, notamment la loi APR. Et donc, moi, c'est Gauthier Blanc, je suis responsable du développement commercial d'Alterwatt. Et voilà, je pourrais vous contacter s'il y en a qui sont intéressés pour poursuivre les discussions après ce webinaire, vous contacter par téléphone pour approfondir les échanges. Après, ce qui est prévu du coup durant ce webinaire, déjà faire un petit rappel de qui on est, vous présenter Alterwatt en 2 mots. Ensuite, on fera un rappel du contexte du photovoltaïque en France, puis on enchaînera assez rapidement sur la loi APR. Déjà, vous expliquer la loi APR dans les grandes lignes, les cas d'assujettissement, ses objectifs, les obligations qu'elle incombe. Un rappel sur les échéances et les critères d'exonération dans le cadre de la loi APR. Et enfin, on fera un récap sur les obligations à respecter dans le cadre de la loi APR. Ensuite, on abordera quelques points particuliers à savoir sur la loi APR. Donc ça, c'est Clémence qui prendra la main là-dessus. Et enfin, on fera une ouverture sur notre accompagnement relatif à la loi APR et au photovoltaïque, en fait, plus généralement, chez Alterwatt. Donc voilà comment sera structuré le webinaire. Encore une fois, au milieu du webinaire, après les points particuliers, il y aura un temps dédié à la réponse de questions. Je te laisse revenir au qui sommes-nous. Donc déjà pour présenter Alterwatt, donc Alterwatt c'est un bureau d'études en efficacité énergétique qui est né en 2020 juste avant le début de la crise du Covid. Donc on est une 50aine de collaborateurs répartis sur 3 agences, donc Paris, Rennes et Lyon, mais on est mobile dans toute la France. Donc on accompagne aussi bien dans le nord-est qu'à Bordeaux ou même en Corse si besoin. Donc on n'est pas du tout contraint par la géographie de nos agences sur les projets qu'on est amené à accompagner. Et nous, on accompagne des gestionnaires dans le tertiaire et l'habitat collectif sur leurs sujets de transition énergétique au sens large, mais généralement, ça va passer par les réglementations, donc décret tertiaire, décret BAX, et en l'occurrence, le sujet d'aujourd'hui, la loi APR. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est quand même, on a des clients très variés, dans le sens où on va accompagner historiquement, nous, on est implanté dans l'enseignement privé. On a accompagné plus de 300 établissements scolaires privés dans toute la France. Et ensuite, on s'est étendu à 2 secteurs majeurs du tertiaire, à savoir la santé et le médico-social, ainsi que l'immobilier d'entreprise. Donc, ça va passer par les gestionnaires techniques et les foncières, donc côté bailleur directement. Et enfin, on a 2 pôles un peu transverses, donc l'accompagnement des collectivités et des entreprises publiques. Pour donner un exemple, on a accompagné l'AP-HP, notamment donc les hôpitaux de Paris, sur leur sujet décret tertiaire et d'audit énergétique. Et l'habitat collectif, donc là, on a un pôle habitat qui fait spécifiquement des diagnostics pour les copropriétés. Je te laisse passer, Clémence. Et donc, pour faire très simplement un état des lieux de ce qu'on est capable de faire, nous, généralement, on accompagne sur le décret tertiaire dans un premier temps, via la partie administrative, donc l'accompagnement sur les déclarations OPERA, et ensuite dans l'atteinte des objectifs de ce même décret.
Donc souvent, ça va passer par une étude dite d'audit énergétique. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est ce qu'on fait depuis le plus longtemps et ce sur quoi on a le plus, on va dire, d'équipes disponibles. Le décret BACS aussi, qui est en fait le petit frère du décret tertiaire et qui souvent va de pair avec le décret tertiaire parce que la mise en conformité sur le décret BACS permet d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. Donc là où on a un peu l'étude qui va faire des audits BACS dans le but d'installer des GTB, et derrière un accompagnement sur la mise en œuvre des travaux, jusqu'au suivi d'exploitation pour aller vraiment jusqu'au bout de la démarche. Et enfin, on fait de l'accompagnement donc, sur le déploiement de NR sur les sites qu'on accompagne, à savoir donc, des études de faisabilité sur la géothermie. D'ailleurs, on a fait un webinaire sur la géothermie en début de semaine. Si ça peut vous intéresser, on pourra vous envoyer le replay. Sur le déploiement aussi de solutions biomasse ou de pompes à chaleur. Et enfin, on a un pôle vraiment dédié au photovoltaïque qui est représenté par Clémence, parce qu'en fait, c'est vraiment un des sujets ENR qui prend le plus de place du fait que la loi APER soit arrivée, dans lequel on va faire études de faisabilité, les études aussi d'exonération dans le cadre de la loi APER, et derrière, accompagner aux travaux. Donc, sur tous les travaux, toutes les études, on va dire, que je viens de vous exposer, on est aussi capable derrière de faire de l'AMO ou, dans certains cas, de la maîtrise d'œuvre pour aller vraiment jusqu'au bout de la démarche. Le but vraiment d'Alterwatt, c'est d'accompagner ses clients dans l'ensemble de leur projet de rénovation énergétique sur tous les aspects, donc autant sur la phase déclarative avec Opéra, que dans la définition des objectifs et le calcul des budgets alloués à certains travaux, jusqu'à l'exécution des travaux et même le suivi d'exploitation. Et aussi, on a une branche financement qui là vient permettre à nos clients en fait, d'aller chercher des aides ou des solutions de financement pour la mise en œuvre des travaux. Enfin, on a une plateforme d'énergie management qu'on a développée en interne qui permet de faire de la supervision énergétique. Je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais voilà, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous poser des questions dessus. Mais donc aujourd'hui, le sujet du webinaire, ça va être le photovoltaïque et la loi APER. Et je vais laisser Louis enchaîner sur la question. Ouais. Désolé pour le Larsen. Donc, quelques éléments d'introduction sur le photovoltaïque en France. Aujourd'hui, on a atteint une capacité installée de 25 gigawatts. À titre de comparaison, le nucléaire en France représente 61 gigawatts. Donc, c'est une puissance qui est très importante. Ces capacités, ces centrales, elles produisent en 2024 environ 25 TWh d'électricité, ce qui représente environ 5% de la production d'électricité en France, qui est aux alentours de 500 TWh. On a plus de 1 million d'installations raccordées, donc avec une majorité de petites installations, évidemment, mais aussi des grosses centrales. Et puis, entre 2023 et 2024, on a une hausse de 10% de la production solaire, donc avec beaucoup d'installations qui sont nouvellement raccordées. Ensuite, pour introduire un petit peu la loi APER, je vais rappeler les grands principes à connaître. Je pense que je vais être assez rapide puisque vous êtes beaucoup à connaître, je pense, les principales obligations. Donc, APER, c'est l'acronyme pour l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Son objectif, c'est de pouvoir équiper les parkings extérieurs de plus de 1500 m² d'ombrières photovoltaïques sur plus de 50% de la surface. Et c'est particulièrement l'article 40 de la loi APER qui précise toutes ces conditions-là. Les assujettis sont à la fois les parkings existants et les parkings neufs. Et on a un certain nombre d'obligations supplémentaires qui peuvent arriver, notamment par rapport à la gestion des eaux pluviales et puis aussi par rapport aux dispositifs d'ombrage qui peuvent être obligatoires aussi sur des parkings plus petits que 1500 m². Un point très important, c'est qu'il y a des sanctions qui sont élevées
jusqu'à 20 000 euros pour les parkings inférieurs à 10 000 m², et puis jusqu'à 40 000 euros pour ceux qui sont supérieurs à 10 000 m². Et on a les échéances qui sont finalement assez rapides, un calendrier qui n'est pas évident à tenir, puisque pour les parkings les plus gros, il faut pouvoir avoir installé la centrale, ou au moins avoir lancé une consultation, enfin, en tout cas avoir lancé des démarches pour le 1er juillet 2026. Et pour ceux donc, qui vont être entre 1500 et 10 000 m², on a jusqu'au 1er juillet 2028. Ça, c'est en général, puisque en fait, lorsqu'on a une concession ou une délégation de service public, c'est pas exactement ces règles-là qui s'appliquent. Ça va dépendre de la date du renouvellement de la concession. Et puis, on a un certain nombre de critères sur lesquels on va revenir tout à l'heure, soit des contraintes techniques et sécuritaires, notamment géotechniques, donc la nature, l'inclinaison du sol, sécuritaires, pour des risques naturels, des risques technologiques ou liés à la sécurité civile, des incompatibilités avec l'usage du parking, c'est notamment le cas dans la logistique. Il peut aussi avoir des contraintes liées au site, soit des ombrages existants sur au moins la moitié du parking, ou alors donc soit des ombrages, soit ça peut être lié à des arbres à canopée large. On a aussi la possibilité d'avoir une exonération en cas de site classé, donc monument historique, parc naturel, ou quand on a un site classé ICPE, donc notamment les stations-service. Puis avoir des exonérations temporaires liées à un projet d'aménagement public qui va concerner une zone plus large que le parking. Et puis, il peut y avoir aussi des contraintes économiques qui pèsent sur le projet. Et ça, on va étudier un exemple concret. On va même rentrer dans le cœur d'un business model pour voir plus en détail ce point-là. Mais lorsque le coût actualisé de l'énergie est supérieur à une valeur de référence, on va exonérer le projet. On peut avoir aussi une contrainte lorsque le coût compromet la viabilité économique du propriétaire, ou lorsque le coût total des travaux représente un caractère excessif. Donc on a plusieurs obligations, et là c'est une matrice un peu simplifiée quand même que je présente, et on pourra, si vous avez des questions, aller voir un tableau plus complet. Mais il faut savoir qu'en fait plusieurs codes viennent se superposer, parce qu'on a le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation. Mais globalement, on peut retenir que pour les parkings neufs ou en rénovation lourde, il faut assurer de plus de 500 m², il faut assurer un ombrage de 50% sur le parc, soit avec des ombrières photovoltaïques, soit avec des arbres. Et il faut également mettre en place un dispositif de gestion des eaux pluviales. Lorsque la surface est supérieure à 150 m², en fait, on n'a plus le choix sur l'ombrage, on est obligé de déployer des ombrières photovoltaïques sur 50% de la surface. Et dans le cas de parking existant, on va être obligé aussi d'installer les ombrières sur 50% de la surface. Et dans le cas où on a un contrat de concession ou un bail commercial, il y a aussi des contraintes sur les dispositifs d'ombrage et sur les eaux pluviales. Donc ça, c'est pour les parkings. Et pour les bâtiments, la loi Opère vient préciser aussi certaines choses qui ont été initiées par la loi Climat et Résilience. Lorsqu'un bâtiment neuf ou en rénovation lourde a une emprise au sol supérieure à 500 m², je précise qu'une rénovation lourde, ça va être une rénovation, par exemple, qui touche à la structure du bâtiment. Quand on refait l'étanchéité d'une toiture, on n'est pas a priori soumis, et on n'est pas en train de faire une rénovation lourde du bâtiment. Et dans ces cas-là, il faut soit installer une ENR, soit végétaliser la toiture. Et on a des ratios d'installation qui varient dans le temps. Donc à partir du 1er juillet 2026, il faudra couvrir 40% de la surface. Et à partir du 1er juillet 2027, il faudra couvrir 50% de cette surface. Et tous les bâtiments tertiaires sont soumis à ces obligations-là, ainsi que les parkings couverts, donc qui sont en réalité considérés comme des bâtiments. Et si on prend
une frise chronologique et qu'on essaie de comprendre voilà, les différentes réglementations qui sont arrivées, la loi climat et résilience est arrivée en août 2021. Il a fallu attendre 2 ans pour que la loi APER arrive en mars 2023. Et les différents textes de loi à connaître, si vous voulez creuser le sujet, c'est l'arrêté du 5 mars 2024, où il y a notamment les coefficients pour le calcul d'exonération, des précisions sur les hypothèses de calcul technico-économique, par exemple l'actualisation, la mention qu'il faut un bureau d'études RGE pour pouvoir faire l'étude technico-économique. On a le décret d'application de la loi APER qui est promulgué le 13 novembre 2024. Et puis, on a aussi l'arrêté du 4 décembre 2024 qui vient préciser certaines choses. Et on retrouve les 2 deadlines principales, juillet 2026 et juillet 2028, pour l'installation des ombrières photovoltaïques. Bon, maintenant, on va passer une seconde partie où on va un peu plus aller dans les détails, les points particuliers de la loi APER, ce qu'il faut connaître et concrètement comment cette loi peut s'appliquer aux parkings existants. Donc, première étape, déjà comment on calcule en fait notre surface de parking qui est assujettie. Donc, au sein d'une même unité foncière, on ne va pas tout prendre en compte pour calculer la surface de notre parking. On va considérer seulement les places de stationnement des véhicules et de leurs remorques, tout ce qui est voies de cheminement, voies de circulation qui ont différents usages, et également les aménagements et les zones de péage qui permettent d'accéder au parking. On va en revanche pas prendre en compte tout ce qui est espace vert, aire de repos, station-service. Pour les centres commerciaux ou les grands magasins, on va pas comptabiliser les espaces de stockage des chariots. Tout ce qui est logistique, zone de stockage, manutention, ce n'est également pas considéré dans le calcul de la surface. Et également, concernant les livraisons, on ne prend pas en compte les emplacements de livraison. Pour les poids lourds, pour l'instant, les emplacements ne sont pas considérés, mais un décret est en cours au gouvernement et sera normalement publié avant 2028 pour considérer le cas des poids lourds. Donc, c'est une évolution. Pour l'instant, on ne les prend pas en compte, mais il faut suivre l'évolution de la réglementation pour ce sujet-là. Et on a également un cas particulier, donc, par exemple, pour les places avec des bornes IRVE, donc des places avec des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc, si la place est exclusivement prévue pour la recharge des véhicules, par exemple, c'est le cas dans les stations-service, alors on ne la prend pas en compte dans le calcul de la surface. Par contre, si cette place a une autre fonction, par exemple l'espace, enfin l'accès à un commerce ou à un restaurant, alors elle doit être comptabilisée dans la surface assujettie. Donc voilà pour ce point-là. Ensuite, comment calculer la superficie des ombrières, parce que Louis l'a présenté, on doit couvrir 50% de notre parking. Donc, c'est intéressant de savoir comment on calcule justement la surface que nos ombrières prennent. Donc, il faut bien prendre en compte la projection verticale au sol des ombrières. Donc voilà, je vais passer assez vite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on y reviendra, il n'y a pas de souci. Ensuite, une question qui nous est revenue, si le parking est déjà végétalisé ou perméable à l'eau, s'il y a en fait des dispositifs de gestion des eaux pluviales, est-ce qu'on est assujetti à la loi APER ? Eh bien oui, en fait, ce sont 2 obligations complètement distinctes. Elles sont liées parce qu'elles ont été publiées dans la loi à peu près en même temps, mais l'obligation d'installer les ombrières de parking photovoltaïques et l'obligation d'installer un dispositif de gestion des eaux pluviales sont vraiment 2 obligations distinctes, et faire l'un ne veut pas dire qu'on est exonéré de faire l'autre. Concernant le critère d'exonération de l'ombrage que Louis a évoqué tout à l'heure, concrètement, vous êtes exonéré si vous avez 50% d'ombrage existant sur le site, et en fait, ça se traduit par un arbre à canopée large pour 3 places de parking. Donc, on va prendre un exemple simple. Si on a 28 places de parking sur notre parking, on devra avoir 10 arbres à canopée large pour justifier un ombrage suffisant pour l'exonération de la loi APER. Donc, encore un autre cas qu'on a eu, si votre bâtiment a plusieurs parkings, comment se passe le calcul de la surface assujettie ? Donc, si tout est au sein d'une même unité foncière, évidemment, si les 2 parcs sont nettement séparés, c'est-à-dire qu'ils ont des entrées et des sorties distinctes et qu'on ne peut pas passer d'un parking à l'autre sans passer par la voie publique, alors dans ces cas-là, vous allez devoir
considérer vos parkings comme 2 parkings séparés et donc ne pas sommer leur surface. Par contre, dès lors que vous avez un accès qui permet de relier les parkings entre eux, vous devez sommer votre surface et donc avoir une surface de parking plus grande. Ensuite, les lois parlent souvent de rénovation lourde d'un bâtiment ou d'un parking. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour les bâtiments, c'est tout ce qui est renforcement ou remplacement d'éléments structuraux donc pour le bâtiment. Donc dès que vous touchez à la structure de votre bâtiment, c'est de la rénovation lourde. Et pour les parkings, la rénovation lourde, c'est en fait le remplacement total du revêtement de surface au sol sur au moins la moitié de la superficie du parc. Donc voilà pour les définitions des rénovations lourdes, pour savoir si on est assujetti ou pas. Ensuite, maintenant, je vais passer sur une partie plus exonération, donc pour rentrer un peu plus dans le détail, comme il y a beaucoup de critères et c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Donc tout d'abord, pour être exonéré, le gestionnaire du parking, en fait, il doit fournir une attestation, donc pour justifier en fait de l'exonération. Et cette attestation, elle peut être soit assez classique, soit avec un résumé de dons technique, ou alors avec un résumé de dons technique et en plus une étude technico-économique réalisée par une entreprise qualifiée. Donc je vais vous montrer juste après les différents cas en fonction des critères d'exonération. Donc, tout d'abord, le cas le plus simple, on va dire. Si votre site est classé ICPE, si il y a un stationnement de marchandises dangereuses sur le parking, ou pour l'instant, si c'est un parking réservé aux poids lourds, donc avec un chargement supérieur à 3,5 tonnes. Et également, si vous aggravez un risque relatif à la sécurité nationale, vous avez besoin d'une attestation simple. Il y a aussi le cas où vous pouvez prouver qu'il y a eu une procédure infructueuse dans le cadre de la volonté d'avoir ces installations photovoltaïques. Donc, ces trois grands cas-là, vous avez besoin juste d'une attestation simple. Par contre, si vous avez un site classé, donc monument historique, patrimoine remarquable, parc national, etc., si également l'installation d'ombrières photovoltaïques sont incompatibles avec les dispositions de protection de l'environnement, et également si vous avez des ombrages sur au moins la moitié du parc, l'attestation doit être complétée avec un résumé non technique. Et enfin, le cas le plus complet, donc un peu les critères d'exonération qui nécessitent le plus de justification, donc c'est tout ce qui est contraintes techniques, donc liées au sol. Donc lui, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais l'inclinaison du sol ou la nature du sol, par exemple, les contraintes techniques liées à l'usage du site, l'aggravation de quelconque risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile. Donc tous ces contraintes techniques-là vont nécessiter une étude technico-économique. Et évidemment, les critères d'exonération économique nécessitent également cette étude-là par une entreprise qualifiée. Donc dans ces critères-là, on a donc la rentabilité qui est trop faible, la viabilité économique du gestionnaire qui est menacé et le coût excessif des travaux. Donc, je vais maintenant vous présenter un peu les détails de calcul de comment savoir si on est dans ces cas de critères économiques. Donc, tout d'abord, l'exonération au motif d'une rentabilité trop faible, c'est si votre coût actualisé de l'énergie, qu'on appelle le LCOE, est trop important, c'est-à-dire s'il est supérieur à 1,2 fois le tarif de référence de l'achat d'électricité. Donc ce tarif, il va dépendre de la puissance de votre installation. Si vous avez une puissance d'installation inférieure à 100 kW crête, c'est le tarif de rachat défini par la Commission de régulation de l'énergie. Et si vous avez un projet supérieur à 100 kW crête, c'est le tarif moyen des sessions des appels d'offres précédentes. Donc voilà. Et le LCOE, donc, pour rappeler rapidement sa définition, donc c'est les coûts actualisés de notre installation sur 20 ans, donc les investissements et les coûts de maintenance, divisés par la production solaire de notre installation, également actualisée sur 20 ans. Il faut savoir que l'actualisation est pris à un pourcentage de 3% dans les décrets. Donc c'est à savoir pour le calcul du LCOE. Ensuite, l'exonération pour un coût excessif d'installation. Donc, on a deux cas. Soit mon parc est neuf ou en rénovation lourde. Donc, dans ce cas-là, il est exonéré si le coût de construction de mon installation photovoltaïque diminué des revenus que va produire cette installation,
divisé par le coût de construction total du parc ou le coût de rénovation, sans prendre en compte justement ces coûts d'installation photovoltaïque. Si ce rapport-là est supérieur à 15%, alors vous êtes exonéré. Et pour un parc existant, on prend en compte, du coup, pareil, les coûts de construction de l'installation photovoltaïque, diminuer des gains qu'elle va générer. Mais cette fois, on va diviser par la valeur vénale du parc, qui est la valeur du parc à la vente. Donc, et ce rapport-là, s'il est supérieur à 10%, vous allez être exonéré aussi de vous assujettir à la loi APER. Donc maintenant, on va passer vraiment à un cas concret pour vraiment que vous voyez ce que ça donne. Donc pour un projet d'ombrière de parking de 1500 m², pour un projet d'une puissance de 80 kW crête. Donc Louis va vous présenter concrètement ce que ça donne et comment on peut être exonéré ou pas. Tout à fait. Donc je vais pouvoir partager mon écran. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Donc c'est un document qu'on pourra vous partager à la suite du webinaire qui va calculer le LCOE et qui permet de savoir si un projet peut être exonérable. En haut, on a les hypothèses principales, alors qui sont assez simplistes pour que l'exemple soit bien pédagogique. Mais là, on a une puissance installée de 80 kW crête. On a un CAPEX, donc la dépense d'investissement de environ 100 000 euros. Et puis des OPEX à environ 2 000 euros par an. Donc les OPEX, c'est les coûts qui sont récurrents tous les ans. Et puis une provision à 10 ans pour un onduleur qui coûterait, ou un ou des onduleurs d'ailleurs, qui coûterait 8 000 euros. Ensuite, on a fait quelques simulations sur un outil pour avoir le productible sur plusieurs villes. Dans le cas d'une centrale à 15 degrés d'inclinaison, donc c'est pas forcément l'optimal, mais parfois des contraintes techniques nous empêchent d'aller jusqu'à 30-35%, ce qui serait 35 degrés, pardon, ce qui augmenterait la production. Ensuite, les panneaux ils sont orientés plein sud et on prend l'hypothèse qu'on n'a pas d'ombrage proche. Et donc, en région parisienne, on est un peu au-dessus de 1000 kWh par kW crête par an, et ça correspond à peu près à ce qu'on trouve sur la carte de France ici. Donc, si on multiplie ensuite ce productible par la puissance installée, on trouve la production annuelle. Et on prend une hypothèse sur la dégradation annuelle du productible de 0,5% par an. On a une hypothèse ensuite sur l'inflation de 2%, et puis le décret nous impose de prendre une actualisation à 3%. Ensuite, on a le modèle d'affaires avec les différentes années. Donc, c'est un modèle d'affaires qu'on déroule sur 20 ans, ce qui est aussi demandé dans le décret. On a 3 facteurs, l'inflation, l'actualisation et la production, qu'on va retrouver ici. Et ça nous permet de calculer la production électrique de la centrale, donc qui va décroître, qui commence en année 1 et qui va décroître au fur et à mesure des années. On a l'investissement qu'on met en année 0. On a un investissement à la 15e ou à la 10e année pour le remplacement des onduleurs et des coûts récurrents d'environ 2 000 euros par an. Donc les coûts récurrents, là, ils sont multipliés par l'inflation. Ce qui nous donne un total des coûts, simplement en sommant ces différentes lignes. Et on peut actualiser ces différents coûts. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'actualisation, en fait, ça permet de comparer un flux financier futur à un flux actuel. Et quand on regarde le facteur d'actualisation ici, on voit par exemple qu'une dépense dans 20 ans, si on dépense 1 euro dans 20 ans, ça revient à dépenser 55 centimes aujourd'hui. Et l'actualisation, ça permet de calculer justement le coût actualisé de l'énergie pour prendre en compte le fait qu'une centrale solaire, ça demande un investissement très important, et on peut ainsi comparer les différents modes de production de l'électricité. En tout cas, on a repris la formule dont a parlé Clémence juste avant, qui vient là, par exemple, d'une source de l'ADEME, un document qui est assez bien construit sur les évolutions du coût des énergies renouvelables, avec une annexe qui explicite bien le calcul du LCOE.
Donc, on va avoir tous les coûts actualisés au numérateur et au dénominateur, on actualise l'énergie. Et donc là, dans le cas de cette centrale, on trouve à peu près 11 centimes le kilowattheure pour le LCOE. Et on va comparer ça au tarif de référence ou au tarif de rachat qu'on peut trouver par exemple sur le site de la Creux. Donc là, j'ai repris l'Excel qui est disponible sur Internet. Et dans le cas d'une vente en totalité pour une centrale de 80 kW, on va se trouver entre 36 et 100 kW crête. Et on a les différentes périodes. Donc on voit qu'on était à un moment, on était à 12 centimes et qu'aujourd'hui, on se trouve plutôt aux alentours de 9 centimes, enfin à 9 centimes. Ce tarif de référence, on l'inflate d'un coefficient de 1,2, donc on ajoute 20%, conformément à l'arrêté. Et ensuite, on va comparer le LCOE et le tarif de référence. Donc, ici, on voit que le LCOE est supérieur au tarif de référence plus 20%, donc le projet peut être exonéré. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir décomposer le LCOE dans les différents postes, donc en l'occurrence ici, CAPEX, onduleur et OPEX. Après, on peut avoir beaucoup plus de lignes, notamment quand il y a des coûts qui découlent de la gestion des eaux pluviales ou de dispositifs plus complexes, ou alors si on pourrait aussi décomposer avec le coût lié à la structure des ombrières, le coût des panneaux solaires, le coût des tranchées, etc. Mais là, c'est vraiment plus simplifié. Mais on voit que globalement, les 2/3 du coût, c'est l'investissement initial. Et puis, on peut se poser la question aussi de comment évolue l'exonération du projet en fonction de la production annuelle. Et si on se place dans une ville comme Lyon, on a une augmentation considérable de la productivité des panneaux solaires. Et là, le projet n'est plus exonérable, car le LCOE passe ici à 8 centimes. Et c'est également le cas, donc si on va à Aix-en-Provence, le projet ne veut pas être exonéré. Et puis si on se place à Lille, le projet est exonéré. Et puis c'est la même chose aussi si on regarde le coût, puisque si on est à Lyon, le projet n'est pas exonérable, mais si on a une contrainte technique qui fait que l'investissement est bien plus élevé, donc on peut imaginer, pour une raison, l'investissement est doublé. Bon, là, c'est vraiment exagéré, mais pour montrer un peu la logique, ça fait évidemment exploser le LCOE, et donc le projet peut être exonéré. Donc, on va pouvoir passer à une petite séance de questions-réponses, il me semble. Je vais pouvoir... je te laisse mon micro, Gauthier. Ok, donc on va reprendre les questions qui sont parues dans le chat depuis le début. On va peut-être pas toutes les faire en un coup, on traitera tout, enfin on en traitera un maximum à la fin. Mais l'idée, c'est de pas... que ce soit un minimum quand même interactif. Donc, bonjour. Si on a des ombrages sur moins de la moitié du site, doit-on couper les arbres pour mettre du PV, du panneau photovoltaïque? Non, du coup, la loi ne vous dit pas de couper des arbres si vous avez déjà de l'ombrage existant. Si vous avez déjà de l'ombrage existant, vous n'avez pas besoin de couper des arbres pour mettre des ombrières. Je ne sais pas si on m'a entendu. Oui. Ensuite, pour les parkings, on parle bien du cas où c'est un parking ouvert. Donc, vous parlez d'un parking ouvert au public. Si c'est le cas, donc il y a des parkings ouverts au public, mais les parkings privés ont également certaines obligations. Ce n'est pas que les parkings ouverts au public. Ensuite, est-ce que c'est la date de dépôt du permis de construire qui fait foi pour l'assujettissement? Alors oui, souvent c'est la date du dépôt de la déclaration préalable en termes d'urbanisme qui fait foi. Parce que dans la plupart des cas, on n'a pas forcément besoin de faire un permis de construire pour une installation photovoltaïque. Si on est inférieur à 3 MW crête,
il y a seulement une déclaration préalable de travaux qui est nécessaire. Mais c'est cette date-là qui fait foi. Et pour un bâtiment neuf, oui, ce sera la date du permis de construire qui fera foi. Ensuite, on a une question. Donc, bonjour, pour les bâtiments, qu'est-ce que vous considérez comme surface à couvrir, entre parenthèses la surface nette, la surface exploitable ou la surface brute, virgule, haute, point d'interrogation. Alors, pour savoir l'assujettissement de son bâtiment, il faut prendre en compte la surface au sol, l'emprise au sol en fait de son bâtiment. Si l'emprise au sol est supérieure à 5 m², alors on va avoir des assujettissements à plusieurs obligations. Ensuite, bonjour. Dans les revenus photovoltaïques, vous comptez l'autoconsommation et la réinjection sur le réseau, point d'interrogation, et comment estimer la valeur vénale d'un parc, entre parenthèses, ratio au mètre carré. Donc, oui, donc dans les revenus PV, effectivement, en fait, votre installation solaire, elle va engendrer les revenus quand vous allez soit revendre totalement votre production au réseau, soit effectivement autoconsommer. Donc, vos gains sont soit donc, les subventions que vous avez eues pour l'installation, soit donc, la vente que vous faites, ou alors l'autoconsommation. Et pour la valeur vénale du parc, je crois bien on peut l'estimer assez rapidement. Louis, je pense que tu es plus calé que moi sur ce sujet-là. La valeur vénale du bien. Là, on recommence. Il n'y a pas le micro. Pardon. Donc, on peut estimer la valeur vénale du bien en comparant avec des transactions immobilières qui ont été faites récemment et donc, oui, en utilisant des ratios. Après, il faut savoir que nous, on n'est pas spécialisé sur ce sujet-là et on ne pourra pas vous fournir la valeur vénale du parking. Ensuite, il y a quelqu'un qui nous demande si on a déjà abordé les toitures durant le webinaire parce qu'elle est arrivée en cours de route. Oui, donc on a déjà abordé rapidement les obligations qui incombent aux toitures, donc dans le cas des bâtiments neufs et bâtiments existants avec des rénovations lourdes. Évidemment, vous pourrez revoir le webinaire et le support vous sera envoyé. Mais si vous voulez, on peut juste remontrer cette rapidement. Donc là, on a un petit récapitulatif des obligations pour les toitures. Donc, avec une emprise au sol supérieure à 500 m². Donc, on a 2 obligations. Donc, installer un procédé de production d'énergie renouvelable ou alors mettre en place un système de végétalisation de la toiture. Donc, et ça, c'est sur une surface donc, de 40% d'ici 2026 et de 50% de la toiture d'ici 2027. Et cette obligation-là, elle incombe à tous les bâtiments tertiaires ainsi que les parkings couverts, comme l'avait mentionné lui. Donc voilà, après si vous avez des questions, d'autres questions, on pourra y répondre ensuite. Bonjour, le fichier de calcul du LCOE m'intéresse. Donc ça, on pourra vous l'envoyer suite au webinaire. C'est prévu dans les livrables qu'on vous enverra dans le mail post-webinaire. Sur un projet neuf, si on installe un arbre, toutes les trois places, est-ce qu'on est exonéré d'installation d'ombrière? Et si oui, pouvez-vous nous adresser le texte de loi correspondant? Alors, sur un projet neuf, ça va dépendre de la surface de votre parking. Si vous avez un parking supérieur à 1500 m², la loi APER vous oblige à installer des ombrières photovoltaïques. Donc, en fait, avec une production d'énergie renouvelable. Par contre, si vous êtes inférieur à 500 m², ça peut être de l'ombrage. Donc, je ne sais pas si pour vous avez c'était pour un exemple particulier ou pas, mais voilà. Donc, en tout cas, dès que vous êtes supérieur à 1500 m², il faut forcément installer les ombrières photovoltaïques. Les arbres ne sont plus suffisants, entre guillemets, s'ils ne sont pas déjà sur place. On va encore prendre une ou deux questions, ensuite on va poursuivre, on finira les questions à la fin, parce qu'on a quand même beaucoup de questions. En tant que propriétaire bailleur,
est-ce que tous les montages de projets permettent d'être conformes à la loi APR? Bail amphithéotique à une société qui installe et exploite les panneaux. Installation payée par le propriétaire pour revente directe ou autoconso plus revente. Installation payée par le locataire pour autoconsommation. Alors oui, quel que soit le système de financement ou le montage de projet que vous choisissez pour votre installation photovoltaïque, tant que la loi APR en fait stipule que vous devez en installer, il ne stipule pas forcément par quel moyen vous devez le faire. Donc effectivement, vous pouvez avoir recours à du tiers investissement, à plusieurs types de montage. Ça, en vrai, ça n'impacte pas la loi APR. Tant que vous en installez, si vous n'êtes pas exonéré, vous êtes dans les critères de la loi APR. Et on va prendre une dernière question pour cette phase de questions-là. Comment définir les surfaces de parking assujetties? Qu'est-ce qui rentre dans les 1500 m²? Les places de parking de véhicules utilitaires rentrent-ils dans le périmètre? Alors du coup, là, je vais retourner sur la slide qu'il définissait. Donc, ici. Donc, dans les 1500 m², ce qui rentre en compte, c'est donc les places de stationnement de véhicules et de leurs remorques. Dans les véhicules utilitaires, je ne sais pas si vous parlez des poids lourds ou des véhicules classiques, puisque si votre véhicule a une capacité de chargement supérieure à 3,5 tonnes, leurs places de parking ne sont pas prises en compte. Par contre, toutes les autres places de stationnement sont à prendre en compte, ainsi que donc, les voies et les cheminements de circulation, que ce soit les voies pour les voitures ou pour les piétons, et également les aménagements et zones de péage qui permettent l'accès au parking. Donc, après, tout ce qui est zone logistique n'est pas à prendre en compte, n'est pas à considérer dans le calcul, que ce soit pour un emplacement de livraison, une zone de stockage, de manutention. Par exemple, on a eu la question la semaine dernière dans le cas d'un drive pour un fast-food. Évidemment, le drive n'est pas pris en compte comme on considère ça, comme un espèce de chargement, déchargement. Donc voilà. Ensuite, pareil, tout ce qui est espace vert n'est pas pris en compte, station-service. Et si c'est un centre commercial ou un magasin, les espaces de stockage des chariots ne sont pas pris en compte. Donc voilà. Donc je pense que les places de parking de véhicules utilitaires rentrent dans le périmètre s'ils sont inférieurs à 3,5 tonnes. À part si c'est dans une zone, comme je disais, logistique. Donc voilà pour la phase de questions. On va y revenir à la fin du webinaire. On va juste finir notre présentation et surtout, voilà, n'hésitez pas à continuer à en poser. On essaiera de répondre à tout à la fin. Ouais, et si je peux juste réagir à un point qui a été évoqué dans le chat sur la proposition de loi de simplification des obligations, donc la loi UART, qui a été votée à l'Assemblée nationale le 15 octobre, donc la semaine dernière, c'est très récent. Et si je peux juste présenter l'écran actuellement. Il y a des petites subtilités qui vont certainement arriver et nous, on va être attentifs à la parution des arrêtés. Mais il y a notamment la possibilité de pouvoir faire un mix entre une part d'ombrière qui couvrirait au moins 35% de la moitié de la superficie et des dispositifs d'ombrage végétalisés pour faire pour couvrir le reste de la surface. Donc, en fait, sur la moitié du parking, si on prend la moitié du parking, on a un tiers qui va être des ombrières photovoltaïques. Donc, ça réduit quand même de beaucoup si la loi poursuit d'ailleurs son cours logique avec le Conseil constitutionnel, etc., et qu'elle est bien publiée avec un arrêté, avec un décret. Et donc, nous, on va être attentifs à ces évolutions-là. Clémence, on te laisse poursuivre pour finir la présentation. Hop. Donc maintenant, je vais plutôt vous présenter une étude de faisabilité, en fait, ce qu'on peut vous proposer chez Alterwatt et ce qui est donc nécessaire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour justifier de certains critères d'exonération. Donc, une étude de faisabilité, en fait, ça va déterminer
c'est dans le titre, mais de la faisabilité de votre installation photovoltaïque en déterminant la production de l'installation qui pourrait être installable, le contexte réglementaire dans lequel vous vous situez, les solutions de raccordement possibles, etc. Et plusieurs scénarios sont souvent étudiés, donc des scénarios de valorisation d'électricité que je vais vous présenter juste ici. Donc en fait, vous avez différents modes de valorisation de votre électricité. Si vous décidez demain de faire une installation photovoltaïque, que ce soit en toiture, en ombrière ou autre, vous avez différents moyens de utiliser l'électricité que vous allez produire. Donc soit le cas le plus simple, entre guillemets, vous êtes en vente totale, c'est-à-dire que toute la production que vous allez la réinjecter sur le réseau et en échange, vous allez être rémunéré par le réseau pour ça. Donc, il y a différents paliers de puissance. Donc, ce que vous voyez en bas, si vous avez un projet inférieur à 100 kW crête, vous allez être éligible au tarif d'achat, donc défini par la CRE. Par contre, si vous avez un projet supérieur à 100 kW crête, vous allez passer dans ce qu'on appelle l'appel d'offres simplifié. Donc, vous allez devoir faire un appel d'offres de vos projets pour pouvoir justifier d'un tarif de revente d'électricité que vous avez défini en amont. Et pour les projets encore plus gros, donc de plus de 500 kW crête, c'est également un appel d'offres, mais c'est un appel d'offres plus complet, donc plus gros. Donc ça, c'est pour la vente totale. Ensuite, vous avez tout ce qui est autoconsommation. Donc l'autoconsommation individuelle avec vente du surplus, c'est-à-dire que la production que vous faites, il y a une partie que vous allez réinjecter dans votre bâtiment pour votre consommation propre. Donc, vous allez faire des économies sur votre facture d'électricité parce que ce que vous allez produire, vous allez le consommer directement et vous allez donc moins prendre l'électricité du réseau. Et vous allez également, la production qui vous reste, entre guillemets, si vous avez un surplus de production et que votre bâtiment ne consomme pas assez, vous allez pouvoir le revendre sur le réseau. Et donc, vous allez avoir, comme je l'ai expliqué juste avant, des revenus grâce à cette revente. Il y a également des subventions sur ce type de schéma qui peuvent être très intéressantes. Et il y a également l'autoconsommation collective. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez un producteur et il y a plusieurs bâtiments consommateurs de cette production. Donc en fait, vous produisez l'électricité et vous allez ensuite la réinjecter dans plusieurs bâtiments qui ont des consommations différentes. Et ensuite, comme tout à l'heure, le reste, l'excédent de production va également pouvoir être revendu sur le réseau, donc avec un tarif de rachat bien défini. Donc, c'est vraiment les trois schémas les plus vus un petit peu actuellement en termes de valorisation d'électricité. Il y a également tout ce qui est stockage qui est en train de se développer beaucoup ces temps-ci, qui peut être évoqué. Donc voilà, c'est vraiment pour les modes de valorisation d'électricité. Donc maintenant, pour les grandes étapes d'une analyse de faisabilité. Donc, il y en a 3. La première phase, c'est une partie vraiment analyse détaillée de l'existant. Ensuite, on passe à une modélisation du coup de la future installation qui est possible sur votre projet. Et la dernière phase, qui est vraiment plus axée financier. Donc, dans la première phase, globalement, à l'aide d'une visite technique sur site ou sur Google Maps ou Google Earth, on va vraiment inspecter donc, vos parkings ou vos bâtiments, le type de toiture, le type de sol, s'il y a des contraintes d'ombrage, des contraintes quelconques liées au projet qui sont à prendre en compte pour l'étude. On va également inspecter les installations électriques pour justement déterminer le type de raccordement possible. Si on fait l'autoconsommation ou la vente totale, c'est important de savoir si votre bâtiment, notamment pour l'autoconsommation, si votre bâtiment il est électriquement dimensionné pour recevoir la production de ce type d'installation solaire. Donc ça, c'est important de vérifier ça en phase de l'étude de faisabilité. Et enfin, on va regarder tout ce qui est plus contraintes réglementaires. Donc notamment en termes d'urbanisme, il y a souvent des réglementations très particulières selon les communes. Donc c'est quelque chose qui doit être vérifié avant toute étude, toute installation photovoltaïque. Donc ça, c'est pour l'urbanisme. Il y a aussi, si votre site est un site classé quelconque, c'est quelque chose qu'il faut savoir quand même, notamment pour les critères d'exonération de la loi APER. Donc ça, voilà pour la première phase. Ensuite, la deuxième phase, donc vraiment on passe en phase modélisation. Donc on va modéliser en 3D l'installation qui est faisable sur votre site en prenant en compte les ombrages, que ce soit les ombrages proches, donc un arbre à côté de votre parking ou un bâtiment qui fait de l'ombre sur une partie du parking ou de la toiture.
Et grâce à ça, on va pouvoir déterminer le productible de l'installation et donc la production annuelle en kilowattheure que l'installation va produire. Ensuite, comme je le disais au tout début, on va pouvoir étudier différents scénarios de valorisation de l'électricité, donc que ce soit la vente totale, l'autoconsommation collective ou l'autoconsommation individuelle. Donc ça, on prend en compte la consommation du site avec la coupe de charge du site pour pouvoir déterminer les taux d'autoconsommation et donc le schéma un petit peu d'autoconsommation ou de vente totale qu'on va pouvoir avoir. Et enfin, en parallèle, on peut également avoir accompagné pour le choix d'un bureau d'études géotechniques ou structurelles, puisque des études pour une toiture, une étude structurelle est nécessaire avant une installation photovoltaïque. Et pour un parking, avant toute fondation, on va devoir faire une étude de sol justement pour déterminer quel type de fondations sont faisables pour les ombrières. Donc ça, c'est un choix auquel on peut accompagner le client. Et enfin, dernière étape, la partie financière. Donc, avec des estimations financières, donc on va déterminer les CAPEX, les OPEX et les subventions auxquelles le projet les subventions qu'il peut avoir. On va également produire des différents indicateurs de rentabilité, donc notamment la valeur actualisée nette et le LCOE qui, comme on l'a vu avec lui, est très important pour déterminer si on est exonéré ou pas de la loi APER. Et enfin, donc on va vous fournir une analyse économique des différents scénarios de valorisation de l'électricité et également une partie un petit peu impact environnemental de l'installation. Donc voilà pour les 3 grandes étapes d'une étude de faisabilité. Et donc à la suite de cette étude-là, il y a 2 livrables, donc un rapport d'étude technico-économique qui est complet et qui, on l'a vu précédemment, est nécessaire pour certaines demandes d'exonération. Notamment si pour tout ce qui est critères économiques, c'est ce rapport-là qu'il vous faut pour prouver que vous pouvez être exonéré de la loi APER. Et enfin, une modélisation économique sur 20 ans, qui peut être très utile si vous passez en phase travaux ensuite. Et une petite ouverture, on a beaucoup de cas de gestionnaires de parking où c'est en fait un parc multisite où il y a un grand nombre de parkings à étudier. Donc pour ça, on propose un accompagnement vraiment en 2 temps. Donc ça s'appelle le schéma directeur solaire. C'est une offre qu'on a créée vraiment pour cette utilisation-là. Donc en fait, ça va se passer en 2 phases. Donc la première phase, ça va être vraiment une première étude sommaire de débroussaillage entre guillemets de l'ensemble du site. Donc où on va en fait regarder tous les parkings qui peuvent être assujettis et faire un premier tri de est-ce qu'ils sont facilement exonérables ou pas. Et comme ça vous permet de faire un premier repérage de est-ce que d'éliminer entre guillemets les parkings qui sont facilement exonérables sans avoir besoin de faire une étude plus approfondie. Et ensuite, une fois que ce premier tri a été fait et qu'il ne nous reste que les parkings qui sont soit pas exonérables, soit où on a besoin d'une étude plus approfondie, et on va faire des études de faisabilité complètes sur les parkings qui nous restent. Donc, ça permet de gagner du temps et de ne pas faire une étude de faisabilité sur tous les parkings de votre site, sachant que ça peut être très long et assez coûteux. Et donc, juste de se concentrer sur vraiment les parkings qui valent le coup. Donc voilà pour cette offre-là. Et ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, on va répondre. Merci Clémence. Donc, je vais reprendre les questions là où on s'était arrêté. Surtout, n'hésitez pas à en reposer d'autres. Et s'il y a des questions auxquelles vous n'aurez pas auxquelles on n'aura pas le temps de répondre, de toute façon, on vous fera un retour écrit suite au webinaire. Donc, les parkings recevant des forains une fois par an sont-ils exonérés? Alors, ça, c'est une très bonne question. J'avoue qu'on n'a pas encore été confronté à ce cas-là. C'est vrai que ça peut être très problématique de mettre des ombrières s'il y a des forains, mais je pense que ces parkings-là, ça doit sûrement rentrer dans la partie incompatibilité liée à l'usage du site. Ça doit être... vous pouvez facilement, je pense, prouver que comme vous avez des forains une fois par an, le site n'est pas fait pour installer des ombrières de parking. Et je vous avoue qu'on n'a pas encore rencontré ce cas-là et on va pouvoir se renseigner plus en détail si besoin. Mais je pense qu'en prouvant que c'est l'usage du site, vous pouvez, je pense, avoir ce critère d'exonération-là.
Ensuite, comment définir les surfaces assujetties? Deux points. Est-ce que les places de parking situées le long d'un bâtiment, collées au bâtiment, rentrent dans les 1500 mètres carrés? Alors, oui, je pense avoir compris la question. En fait, il faut prendre en compte tous les places de parking qui sont dans votre unité foncière du bâtiment. Donc, même si les places sont collées au bâtiment, elles sont à prendre en compte dans le calcul des surfaces assujetties. Ensuite, on a quelqu'un qui nous demande si le calcul de la surface assujettie tient compte des voies de circulation, même celles-ci peuvent être difficilement solarisées, et pour le coup, les 50% de couverture ne sont pas respectés. Comment pallier à cette problématique? Oui, alors ça, c'est une des limites, entre guillemets, de la loi APER, car c'est vrai que dans les faits, ça peut être très compliqué d'atteindre les 50% de couverture du parking. Comme vous le disiez, avec les voies de circulation, il y a plein d'aspects qui font que ça peut être très compliqué d'atteindre ces 50%. Et je pense que ce qui a été voté le 16 octobre, je n'ai pas encore regardé en détail, mais peut-être que ça va pouvoir faciliter les choses. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une des limites de la loi APER et que pour l'instant, il n'y a pas forcément de moyen de pallier à cette problématique. En tout cas, dans le cas où il y a des contraintes techniques et qu'on ne peut pas atteindre les 50%, dans ce cas-là, il faut faire le maximum qui est techniquement faisable, Oui. Vérifier la performance énergétique, la performance économique du projet. Et puis comme ça, on peut être amené à installer, à couvrir moins de 50% de la surface, mais quand même respecter la loi APER. Donc, ensuite, on a quelqu'un qui rebondit sur une question qui a été posée tout à l'heure. Donc, la question originelle, c'était « Bonjour, dans les revenus photovoltaïques, est-ce qu'on compte l'autoconsommation et la réinjection sur le réseau ?» Et il précise en demandant si les deux sont cumulables. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Oui, on peut justement faire autoconsommer tout ce qu'on peut, entre guillemets, et ensuite réinjecter sur le réseau le reste. D'ailleurs, en fait, il faut savoir que les subventions dues à l'autoconsommation ne sont valables que si vous n'êtes pas à 100% d'autoconsommation. Donc, en fait, dans tous les cas, il faut quand même se raccorder au réseau et réinjecter une petite partie de votre production si vous voulez être éligible à la prime à l'autoconsommation. Cette prime-là, elle est valable que si vous n'êtes pas à 100% d'autoconsommation. Elle est valable en tout cas si on est en régime autoconsommation avec revente. Après, voilà, c'est ça. En effet, si la consommation est toujours supérieure à la production, il n'y aura aucune électricité qui sera réinjectée. Et oui, dans les revenus PV pour le calcul du ratio, il faut bien prendre en compte les revenus soit liés à la réinjection d'électricité sur le réseau, soit liés à une économie sur la facture d'électricité. Il y avait une deuxième question dedans, non? C'était je pense qu'il parlait de la première pour le coup, parce que les deux sont cumulables. Ensuite, on a quelqu'un qui nous demande comment comprendre le seuil d'obligation de 500 mètres carrés, un groupe scolaire avec plusieurs bâtiments, bâtiment par bâtiment ou au global? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que si on a plusieurs petits bâtiments, par exemple, j'en formule, mais si on a plusieurs petits bâtiments de 100 mètres carrés d'emprise au sol, est-ce que si l'ensemble de ces bâtiments avec l'emprise au sol dépasse 500 mètres carrés, est-ce qu'on est assujetti? Je vous avoue que je n'ai pas la réponse tout de suite. Je peux me renseigner. Je pense que c'est assez... je peux avoir l'information assez facilement. Je peux me renseigner et revenir vers vous dès que j'ai la réponse. À moins que, oui, tu aies la... Je pense que c'est bâtiment par bâtiment qu'il faut regarder. Oui. En général, vous allez certainement rénover de façon importante, donc faire une rénovation lourde sur un seul des bâtiments du groupe scolaire à la fois. Et donc, il faut regarder le bâtiment qui est rénové. Est-ce qu'il dépasse les 500 mètres carrés d'emprise au sol? Ou tout simplement, si vous construisez un nouveau bâtiment, il faut regarder l'emprise au sol de ce nouveau bâtiment.
mais ça n'a pas de sens de cumuler, je pense, l'emprise au sol globale de tous les bâtiments d'un site. Oui, c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Ensuite, on a quelqu'un qui dit « Si j'ai déjà des arbres sur mon parking sur moins de 50% de la surface, mais que cela m'empêche de couvrir mon parking de photovoltaïque à hauteur de 50%, est-ce que je dois couper des arbres ou je suis exonéré de couvrir 50% en PV ?» Je pense que dans ce cas-là, on va rapidement, si on fait une simulation, étant donné qu'il y a beaucoup d'ombrage, on n'aura pas forcément des rendements très intéressants au niveau de la centrale solaire photovoltaïque. Ouais. Oui, donc vous serez exonéré pas grâce à l'ombrage, mais grâce aux contraintes économiques, parce que votre installation ne sera pas assez rentable vu qu'elle est trop ombragée, par exemple. Donc, c'est un petit peu... ce ne sera pas directement lié à l'ombrage, mais vous serez sûrement exonéré après avoir fait du coup une étude plus approfondie. Et puis, il faudra voir aussi l'impact de la loi de simplification du droit et de l'urbanisme pour voir si on peut limiter la part d'ombrières à 35% de la moitié de la superficie. Et du coup, la végétalisation actuelle, les arbres actuels pourront couvrir peut-être le restant. Ouais. Ensuite, on a quelqu'un qui nous demande pour 2028, avez-vous une idée de la surface à couvrir? Alors, la surface de parking, je pense... pour 2028, c'est la deadline, entre guillemets, pour tous les parkings avec une surface inférieure à 10 000 m². Donc voilà, je ne sais pas si c'était ça vraiment la question. Je pense qu'il imaginait peut-être une surface à couvrir progressive en fonction de l'échéance. Ah oui. Pour les parkings, il n'y a pas d'échéance. Enfin, il n'y a pas d'échelonnage, en fait, des parkings. Ça se fait en une seule fois. Ensuite, on a quelqu'un qui nous demande « Je n'ai pas entendu si vous aviez parlé des bâtiments classés et des exonérations liées aux contraintes ABF. Est-on bien exonéré pour les immeubles classés dans leur périmètre ?» Oui, pour les immeubles classés, on est exonéré. C'est la partie. Et si c'est dans le périmètre d'un immeuble classé, en fait, à partir du moment où l'urbanisme, où les contraintes ABF sont à l'encontre de l'installation du PV, ça peut être exonéré. Ensuite, on a quelqu'un qui dit « Bonjour, si un site est exonérable et que l'on réalise un dossier d'exonération, à qui doit-on le présenter? À l'administration ou doit-on juste l'avoir si un contrôle se présente ?» Ça, c'est vrai que c'est une question que nous-mêmes, on s'est posée, parce que comme c'est assez récent, il n'y a pas forcément on n'a pas encore dépassé les échéances, pardon. C'est un cas qu'on n'a pas encore trop eu. En nous renseignant, on a vu qu'il fallait voir ça avec la préfecture de son département. Mais c'est vrai que c'est pas encore très, très clair. Le processus d'exonération n'est pas encore très bien défini concrètement. Si on doit le présenter aussi, comme vous dites, on doit attendre qu'un contrôle se présente. Mais a priori, aujourd'hui, on n'a pas de guichet où il faut présenter les exonérations. Donc, en fait, l'exonération, il faut la présenter lorsque peut-être le préfet vous la demandera ou lorsqu'il y aura un contrôle pour un parking supérieur à 1500 m², par exemple. Et par exemple, si vous faites des travaux sur votre parking ou quoi que ce soit et que vous faites une déclaration préalable au service d'urbanisme, le service d'urbanisme va, lui, vérifier si vous êtes assujetti ou pas. Et si vous l'êtes, je pense qu'il vous demandera à ce moment-là une exonération, de justifier votre exonération. Ensuite, quelles sont les classes ICPE interdisant l'installation d'ombrières? Donc, il y a plusieurs classes d'ICPE, effectivement, suivant la dangerosité et les classes ATEX également. Et de façon générale, en fait, quand un bâtiment est classé ICPE ou pour une station-service,
on n'a pas besoin d'installer des ombrières sur le parking de ce bâtiment, et il y a une distance minimale à respecter entre les parkings attenants et le site qui est classé ICPE. Ensuite, quand vous parlez de logistique, parlez-vous de parking pour les transporteurs? Oui. En fait, quand on parle logistique, il y a tout ce qui est zone de manutention et zone de... Par exemple, pour les camions, on peut pouvoir prouver que l'installation d'ombrières n'est pas possible due par exemple, aux manœuvres que doivent faire les camions transporteurs. Donc, ça peut être... ça rentre dans la partie logistique. Ensuite, on a quelqu'un qui nous dit, pour l'ACC, vous n'avez pas évoqué le coût du TURP pour les bâtiments intégrés dans l'ACC. Oui, très bon point, effectivement. Chose à savoir, l'autoconstruction collective, il y a une évolution du coût du TURP, qui est donc en fait le coût du passage de notre électricité dans les réseaux. Donc ce coût-là, il augmente un petit peu quand on fait l'autoconsommation collective, parce qu'en fait, on doit payer, même si on autoconsomme sur le papier notre électricité, elle passe quand même dans les réseaux publics, donc on doit, entre guillemets, payer ce passage dans les réseaux publics. Donc effectivement, c'est un bon point. Le coût du TURP évolue quand on est en ACC. Ensuite, est-ce que dans le calcul économique, nous pouvons intégrer le coût des arbres à planter? Car le coût de VRD peut être important, ainsi que la perte de place de parking, VS, pas de revenus pour les arbres, autre que l'effet de fraîcheur, bien sûr. Dans le calcul économique, si on veut se conformer à la loi APER ou juste aux conditions d'ombrage, du coup, si on a des arbres à planter, dans la loi APER, concrètement, on doit juste installer des ombrières photovoltaïques et pas planter des arbres. Mais du coup, j'ai pas trop forcément compris votre question sur... Il me semble qu'il faut intégrer en fait le coût total des travaux. Donc, ça peut être les dispositifs de gestion des eaux pluviales, les arbres, les ombrières. Et quand on a des ombrières, en fait, on retranche les revenus qui sont liés au solaire photovoltaïque. Et on peut aussi intégrer tout type de contraintes techniques qui viendraient avec cette installation-là. Et on divise l'ensemble de ces coûts, soit par la valeur vénale du parking dans le cas d'un parc existant, soit par le coût total de construction de rénovation dans le cas d'un parc en construction de rénovation. Si jamais j'ai une installation PV en toiture et qu'elle respecte le seuil minimal imposé par le CCH, est-ce que le productible existant peut être déduit du futur productible APER afin de diminuer la surface à couvrir en ombrière? Non. Alors en fait, les obligations que vous avez en toiture et celles que vous avez en parking sont distinctes. Vous ne pouvez pas cumuler les deux et dire que j'ai par exemple 20% en toiture et donc je peux mettre que 30% sur mon parking. On ne peut pas cumuler les deux surfaces, donc il va falloir, faut les considérer comme deux projets vraiment distincts. Tout à fait, donc c'est indépendant. Après, dans le cas d'un parking entre 500 et 1500 m², dans le CCH, on a la possibilité de reporter l'obligation d'intégrer des panneaux en toiture. Donc si par exemple on fait une rénovation lourde du bâtiment, on peut décider donc, au lieu d'installer les panneaux sur le toit, de les installer sur le parking. Mais du coup, ces panneaux, ces ombrières, ne sont pas à prendre en compte dans le calcul des 50% de la solarisation du parking. Donc en fait, on peut finalement installer plus que 50% d'ombrières sur le parking, de façon à couvrir aussi l'obligation de solariser la toiture quand il y a une rénovation lourde. Ouais.
Alors, il y a quelqu'un qui précise sa question de tout à l'heure. Il disait la question pour 2028 était quelle est la surface à couvrir pour les bâtiments existants et pas du coup en parking. J'ai pas vu l'info. L'article que j'avais lu s'arrêtait à 2027, je crois bien. Donc, je n'ai pas la réponse pour l'instant. Je pourrais me renseigner et vous revenir vers vous. Mais pour l'instant, ça s'arrête en 2027 avec 50%, ce qui est déjà pas mal, vous me direz. Mais ouais, je vais me renseigner, je me le note et je regarderai. Nous avons 45 kW crête en toiture de prévu, un TRI de 14% et un ROI de 8 ans. Est-ce intéressant? Là, c'est dans le sens intéressant, sans parler des réglementations. Oui, ça me paraît. Je pense que la question, c'est est-ce que c'est un projet intéressant économiquement? Ouais. Bah, oui, moi, ça me paraît intéressant. Après, tout va dépendre de l'investissement que vous devez faire et de à quel point ça impacte votre fonds, votre fonds financier. Mais moi, ça me paraît intéressant. Louis, est-ce que tu as le même avis que moi? Tout à fait, ouais. Je pense que ça montre que le projet est rentable et je pense que c'est intéressant. Ouais. Où trouver le fichier CRE des tarifs réglementés? Ah bah, je peux le mettre dans le chat si vous voulez. Ouais, il est sur le site. Et on arrive donc à la dernière question. Une station essence et une station de lavage inscrite dans un bâtiment tertiaire est-elle comptée comme une surface foncière inclue dans le calcul concernant la surface foncière à couvrir? Alors, dans le cadre de la loi APER, donc pour les parkings, donc pour l'article 40 de la loi APER, les stations de lavage, stations d'essence ne sont pas à prendre en compte. Et après, pour ce qui est des bâtiments, comme on l'a vu tout à l'heure, ça ne va pas sommer. Ça ne va pas être considéré comme un bâtiment en soi. Donc non, en tout cas, si c'est juste pour la surface de votre parking, ce n'est pas à prendre en compte dans la surface. Station essence et station de lavage. Voilà, on est arrivé au bout des questions. À la limite, on peut prendre encore une ou deux questions si vous en avez, mais on a bien dépassé le temps. Donc voilà, n'hésitez pas et sinon on va pouvoir s'arrêter là. Moi, ce que je vous invite à faire, surtout si vous avez envie d'approfondir la discussion ou si vous avez un projet sur lequel vous avez des besoins d'accompagnement, à entrer en contact avec moi ou mes collègues pour qu'on puisse en discuter et à la limite se caler un rendez-vous pour approfondir le sujet. Voilà, après, même par mail ou sur notre site internet, n'hésitez pas aussi à approfondir ces sujets-là. On a pas mal d'articles qu'on met à disposition de nos clients sur le site internet que ce soit sur la loi APER, mais sur les sujets de transition énergétique au sens large. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner par ce biais. Et nous, on reste disponible pour en discuter avec vous au besoin. Donc merci à tous de votre attention et merci d'avoir participé. On espère que ça vous a intéressé et on se retrouve pour ceux qui n'ont pas vu l'invitation passer. La semaine prochaine, on fait un webinaire sur la pompe à chaleur et le déploiement de pompe à chaleur. Donc, si ça peut vous intéresser, surtout, n'hésitez pas à vous y inscrire. Ce sera le même format qu'aujourd'hui, avec des intervenants différents. Mais voilà, on essaye de faire venir un maximum de monde pour que ce soit vivant. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Donc, sur ce, merci à tous. Et puis, je crois merci à tous. Questions, donc on va pouvoir